Bonsoir à tous, nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS et Internet. Le débat de l'UMP sur la laïcité et l'islam s'est finalement tenu sans gros problème. Aucun responsable religieux de premier plan n'était présent, hormis le grand rabbin Bernheim qui a affirmé être venu là en observateur. Beaucoup de bruit pour rien, on ne sait pas, mais le débat, lui, va se poursuivre. Prochaine étape, courant juin, pour une résolution à l'Assemblée nationale. Nous avons donc intitulé cette émission « Laïcité, ça n'est pas fini » et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct comme chaque soir. Christophe Barbier est directeur de la rédaction de l'Express, dont je rappelle la nouvelle formule. Votre édito vidéo du jour sur le site du journal est intitulé « Laïcité, le débat continue » et je précise que vous avez assisté hier à la convention de l'UMP. Olivier Bobineau est sociologue des religions, vous êtes chercheur au sein du groupe Société, Religion et Laïcité au laboratoire EPHE-CNRS. Vous êtes par ailleurs maître de conférences à Sciences Po et à l'Institut catholique de Paris où vous dirigez une formation sur la laïcité pour les imams. Guillaume Roquette dirige lui le magazine Valeurs Actuelles, à la une de votre numéro qui paraît demain, Nos racines chrétiennes et le vrai enjeu de la laïcité. Votre éditorial est lui intitulé Notre identité. Enfin, Raphaël Drahi est politologue, professeur agrégé de sciences politiques à la faculté d'Aix-en-Provence. Vous êtes membre de l'Observatoire du religieux et parmi vos nombreux ouvrages, je rappelle ce soir votre essai intitulé La République brûle-t-elle aux éditions Michalon. C'était comment cette convention, Christophe Barbier? C'était un peu étrange. D'abord, c'est toujours étrange de se retrouver entre des religieux et des politiques en tant que journaliste, même si je pense qu'il était nécessaire de venir porter la voix de l'Express, et en l'occurrence de nos internautes, dans ce débat intéressant. C'était un débat organisé sous l'égide d'un parti politique, mais ouvert à tous, avec notamment beaucoup de journalistes. Et puis c'est un débat où on sentait que tout le monde marchait sur des œufs. C'est-à-dire qu'il s'agissait de faire très attention, de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose. Ça a permis finalement une sorte de rencontre inédite entre les plus laïcards des laïcards, qu'on a pu trouver dans le camp des politiques de l'UMP, ceux qui étaient pour une religiosification de l'espace public. Ils ont aussi pu s'exprimer, la place de la spiritualité et les limites à apporter à la loi, la liberté individuelle, et puis également à tous ceux qui ont parlé, c'était le plus intéressant, du concret. Comment on fait pour régler des problèmes concrets? Un lieu de culte qui manque, un problème qui se pose à l'école, un problème qui se pose dans un service public. Comment on fait quand on est un élu, un religieux, un acteur de la chose publique pour régler cela? Mais après les 3 heures, c'était ouf, c'est fini, ça, hop, on n'en parle plus, on passe à autre chose ou C'était pas ouf, c'est fini. C'était plutôt, et c'était palpable du côté de l'UMP. Pardonnez-moi, pour la formation politique qu'il a organisée, ça s'est fait dans des conditions, enfin quand même extrêmement brutales pour cette formation elle-même, vu les dissensions que ça a généré au sein de l'UMP. Ça montre, puisque ce débat a fracturé l'UMP, et puisque ce débat a valu à l'UMP des critiques virulentes de la gauche, ça montre à quel point le thème est important. Le thème est important puisque nous ne sommes pas d'accord sur ce thème. C'est donc bien qu'il faut en parler vite, parce que la campagne présidentielle va nous amener ensuite sur le chômage et autres thèmes sociaux. Donc ça justifiait le débat. Le PS l'avait bien senti puisque dès le mois de décembre, ils ont fait un congrès, une sorte de convention, eux aussi, un séminaire sur ce thème. Les radicaux de gauche, qui sont les gardiens du temple, si j'ose dire, en matière de laïcité, l'ont senti aussi puisque le 16 avril, ils font une réunion importante à Paris avec des intervenants pour réfléchir eux aussi à la laïcité et à l'identité républicaine. Donc on voit bien que c'est un débat qui est incandescent. C'était pas ouf, c'est fini. C'était ouf, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu d'engueulade, il n'y a pas eu de déchirure. Personne a, comme le patron du temple de Jérusalem, déchiré sa robe pour protester. Donc de ce côté-là, il y avait en effet un soulagement de la part de l'UMP. Ce qui est palpable, c'est que l'UMP est dans une période de désorientation stratégique totale, ils ne savent plus que faire avec les électeurs. Évidemment, ce débat-là l'a aggravé. Est-ce que vous avez entendu des choses intéressantes? Autrement dit, je vous pose la question, c'est est-ce que vous pensez que ça a servi à quelque chose? Oui, moi j'ai entendu des choses intéressantes. Et qui en rend compte, entre guillemets, on va dire, normalement, quitte à contester par ailleurs ce débat, ce qui est encore autre chose. J'ai entendu et vu des choses intéressantes. J'ai vu par exemple un gros ouvrage réalisé par l'épiscopat français avec des juristes qui est en fait à l'intérieur de l'Église le code de la laïcité. Que veut faire Jean-François Copé? Que veut faire l'UMP? C'est-à-dire que l'épiscopat sort parfois son code de la laïcité pour voir si telle action, tel propos mérite sanction, mérite critique. Ils se sont dotés de cet instrument. C'est un instrument qui n'est pas idiot, qui rassemble tous les textes réglementaires et législatifs concernant la liberté du culte en France. J'ai entendu et vu dans la bouche de religieux, mais aussi dans la bouche de politiques, des cas concrets très intéressants. Apprendre par exemple qu'au Puy-en-Velay, qui est une ville formidable, mais pas une grande capitale de la planète, il y a 2 mosquées.
dont une qui a un minaret récupéré d'une ancienne ferme qui a été retapée. Alors je voyais le maire Laurent Wauquiez, qui est ministre, parler de ces deux mosquées qui fonctionnent très bien et dans la paix civile la plus totale, et je me souvenais de Gaulle s'effrayant de colomber les deux mosquées. Je me disais quand même, on a fait énormément de chemin, on est dans une phase d'écoute et de tolérance, ce débat le prouvait, qui est plutôt optimiste. Il y a des problèmes, on les règle. Il a fallu que je vous pose 4 questions pour que vous commenciez à me parler de mosquées. Alors, je me permets de vous rappeler que dans l'avoué, le non-avoué et le débat, on savait très bien que ça devait être en fait un débat sur l'islam. Oui, on voit bien qu'il y a deux thèmes qui dominaient. C'est la loi de 1905. On en a parlé hier. Oui, on en a parlé. Où tout le monde se cachait derrière son voile, ou derrière son débat. On a parlé de la loi de 1905. Est-ce qu'il faut la toucher, la retoucher ou non? Et les avis étaient divergents. Et on a parlé islam. Moi, j'ai parlé islam. J'ai expliqué qu'il y avait aujourd'hui un problème, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens matériels dans la communauté musulmane pour qu'elle se dote rapidement des lieux de culte nécessaires. Il y a un problème de financement, tout simplement. Je pense que l'État et les collectivités locales devraient abonder un fonds financier, prêter de l'argent à la communauté musulmane pour qu'elle puisse vite construire les lieux de culte nécessaires. Ça éviterait d'aller chercher des fonds à l'étranger ou bien d'être obligé de prier dans la rue, même quand il fait froid, parce que les mosquées sont trop petites. Bon, j'ai mis cette idée en débat. On a vu d'autres idées surgir. L'islam a été de manière perlée tout au long de ce débat. Aujourd'hui, la grande religion française qui a un fossé entre le nombre de pratiquants volontaires et le manque de moyens, c'est l'islam. Les autres religions sont dans un certain état de confort matériel, en tout cas ne sont pas des religions nécessiteuses. Je termine mon petit tour d'état des lieux puisque je rappelle que vous étiez présent. Est-ce que les dissensions au sein de l'UMP sont réapparues ou est-ce que ça s'est calmé? Non. Alors, tout le monde a dit mais il n'y avait pas de fillonistes, donc finalement d'une certaine façon l'opposition au débat n'était pas représentée. Je ne sais pas si les absents ont toujours tort, mais en l'occurrence, faute de combattants, il n'y a pas eu vraiment d'affrontement au sein de l'UMP. On a entendu s'exprimer des voix très laïcardes, des députés qui considèrent que le religieux doit reculer et que la République, une et indivisible, est laïque et qu'elle doit le réaffirmer, même de manière brutale. Il y a eu quelques voix de ce type, sans tomber dans la provocation, mais un rappel ferme, mélenchonien, si j'ose dire. Jean-Luc Mélenchon aurait aimé entendre ces propos-là. Et puis il y a eu, de l'autre côté, des gens qui étaient dans la tolérance, des expressions politiques ou religieuses qui étaient beaucoup plus dans le ne parlons pas des problèmes. Voilà. Pour ne pas les soulever, n'en parlons pas. Ce qui était, à mon avis, plus contestable. Mais on n'a pas eu cette gêne exprimée par François Fillon et quelques autres. On l'a pas eu dans l'expression de la salle. Et tout l'aspect en cours après Marine Le Pen et après le Front National, ça a été dit à un moment ou ça a été dit, mais à l'envers. C'est-à-dire que toute une série de voix, notamment celle de Jean-François Copé, se sont élevées pour dire c'est en ne parlant pas des problèmes qu'on fait le jeu de Marine Le Pen. Le Front National a besoin de problèmes. Les opposants au Front National doivent apporter des solutions pour que les problèmes ne soient plus le lit du succès du Front National. Ça, je pense aussi que c'est un propos que même la gauche pourrait abonder, puisque la phrase de Laurent Fabius, le FN c'est de mauvaises réponses à de vrais problèmes, elle est ancienne, elle est toujours juste. Vous étiez donc notre envoyé spécial en direct, si je puis le dire, ou enfin la veille, le lendemain de ce débat. Avant de donner la parole à nos autres invités, premier reportage de cette émission. Vous allez le voir, d'autres partis politiques ont récemment débattu de laïcité, mais de façon beaucoup plus discrète. Ce fut le cas du Parti Socialiste courant novembre, et avant-hier, lundi, du Parti communiste, place du colonel Fabien. Pour les communistes, pas question de laisser ce thème à la droite, qui en ferait une machine à discriminer. Le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, lui, doit déposer un texte sur la laïcité dès lundi prochain au Sénat. Maxime Beneteau, Yvan Vastio. Fort d'une histoire chargée en matière de laïcité, le Parti communiste a brûlé la politesse à la majorité. Lundi soir, à la veille de la convention de la droite, le PCF organise son propre débat et se targue d'avoir débauché de potentiels intervenants UMP. Je vous souhaite quand même un échange fructueux et je regrette d'autant plus que vous ne soyez pas des nôtres le 5. Bien à vous, conseiller de Copé. Nous, on a voulu une soirée qui soit une soirée de dialogue ouverte et qui fasse appel à un débat, un débat intelligent et instruit et qui tourne le dos aux poncifs et aux caricatures qu'on entend dans le débat de l'UMP, qui n'est en fait qu'une instrumentalisation prétendue de la laïcité pour continuer à stigmatiser les musulmans et l'islam. Un contre-débat donc pour dénoncer ce qui est considéré ici comme une manipulation politique de la droite et apporter un autre point de vue. Au Parti communiste, parler laïcité signifie surtout revenir à la question sociale. La laïcité, je crois que profondément, d'abord, c'est l'égalité des droits. C'est ce que disait Jean Jaurès. L'égalité des droits dans la République française aujourd'hui, elle est allègrement menacée par Nicolas Sarkozy et ses amis. Donc c'est ça qu'on veut remettre un petit peu au cœur.
l'égalité des droits, quelle que soit sa religion, quelle que soit aussi sa nationalité, quel que soit le lieu où on habite, quels que soient ses revenus. Et je crois que là, il y a beaucoup encore de travail à faire pour une vraie égalité des droits dans notre pays. De ces discussions ne ressortiront pas de propositions concrètes, plutôt la réaffirmation d'un attachement au principe de laïcité. Pour le PCF, il s'agit de se faire entendre, de se repositionner sur des sujets chers à son électorat traditionnel. Est-ce qu'en organisant un débat comme ça, vous pensez que les communistes veulent aussi s'adresser à l'électorat populaire qui, sur des questions comme celle-ci, peut être amené à se tourner vers le FN? Bien sûr, à l'électorat populaire et à tous les électorats. Il est évident que le Parti communiste, dans la gauche, a plutôt l'écoute et une attention très forte pour les milieux ouvriers, pour les milieux salariés. Mais ça s'adresse à toute la société française. C'est un enjeu majeur. 1905 a permis de résoudre un problème fort d'emprise de la religion sur la vie publique. Ça a au contraire dégagé la vie publique de ça. Et continuer à affirmer ça, battre en brèche les arguments qui visent à diviser, à opposer, à provoquer de la haine, je crois que ça fait partie de la responsabilité des forces de gauche et donc du Parti communiste en direction des milieux qu'il veut toucher. Allié des communistes, le parti de gauche s'est lui aussi saisi de la question, mais a choisi une stratégie beaucoup plus offensive. Son credo, mettre un terme à toutes les exceptions au principe de laïcité qui peuvent exister aujourd'hui. Si on parle de laïcité, la première responsabilité d'un État, c'est d'organiser la laïcité sur l'ensemble de son territoire. Donc, on commence et on propose l'abrogation des lois du Concordat qui concerne la question religieuse. En Alsace-Moselle, aujourd'hui, il n'y a pas séparation et il y a financement pour 50 millions d'euros pris sur le budget de l'État pour payer, entre autres, les ministres du culte de 4 religions. Revenir à une application stricte du texte de 1905 sur l'ensemble du territoire et dans tous les domaines publics, une proposition de loi vient d'être déposée par une sénatrice du parti de gauche. L'opposition entend utiliser tous les moyens pour ne pas laisser l'apanage de ces thèmes à l'UMP. Alors, on a une première question d'ordre général qui est la suivante. Droite ou gauche, avons-nous une même conception de la laïcité? Je veux bien avoir votre avis là-dessus, Raphaël Drahi. Eh bien, écoutez, je crois que la réponse est claire. Elle se rapporte à la Constitution de la Ve République, combinée avec la loi de 1905 et la loi de 1901 sur la liberté d'association. En un mot, l'article 1er de la Constitution, qui est la loi de tous, rappelle que la République française est laïque, démocratique, indivisible et sociale. Je crois que ce sont les 4 termes qui sont employés. Cette laïcité-là ne doit pas être confondue avec un athéisme militant. Cette laïcité fait droit à l'expression de toutes les religions, à toutes les formes de culte et d'ailleurs la Constitution ajoute à toutes les formes de croyance. Oui. Et la Constitution croit devoir préciser aussi que dans cette perspective-là, il faut aussi préserver le principe d'égalité entre hommes et femmes dans toutes les modalités de l'activité sociale et donc aussi de l'expression des croyances. Ça, c'est le premier point. La loi de 1905, dont parfois on fait une machine de guerre contre la religion ou bien contre le principe de séparation de l'Église et de l'État, entendu au sens dur. Il faut rappeler que l'article 1er de la loi de 1905... Pardonnez-moi, il y a un sens dur, il y a un sens doux, il y a un sens souple, voire un sens mou. Il y a plusieurs lectures possibles de ces textes, mais donc il faut revenir à la lettre de ce qu'ils disent. L'article 1er de la loi de 1905 rappelle que l'État assure la liberté de conscience et garantit la libre expression de tous les cultes. Et c'est seulement dans l'article 2 qu'on annonce le principe de non-financement par l'État des différents cultes et des différents ministres du culte. On va dire, peut-être qu'il y a un mot que vous n'avez pas prononcé mais qui me paraît important, c'est l'État est neutre. L'État est neutre. Mais ça veut dire quelque chose et par ailleurs il garantit la liberté de culte et la liberté de conscience. La neutralité ne signifie pas qu'il combatte les autres religions. Ce n'est pas un État athée. Oui. Voilà, c'est un État qui se passe en quelque sorte en surplomb de toutes les appartenances et de toutes les identités confessionnelles, à charge pour lui d'en gérer la coexistence, ce qui n'est pas simple.